J'ai donc le plaisir très grand de vous présenter notre dernier intervenant de la journée, Frédéric Lordon, la tâche pouvant sembler un petit peu superflue dans la mesure où celui-ci a connu ces derniers temps, il nous en parlera peut-être d'ailleurs, une certaine audience médiatique. Il vaut néanmoins la peine, sans doute, de rappeler que notre invité est d'abord un économiste, fut d'abord un économiste hétérodoxe, comme on dit aujourd'hui, et qui a donc entamé, il y a quelques années, une seconde carrière, celle de philosophe spécialisé dans la réflexion sociale et politique. Ce qui a évidemment automatiquement conféré à sa parole une dimension et un poids sans commune mesure avec celui qu'elle pouvait avoir auparavant, c'est-à-dire à se demander pourquoi tous les économistes ne deviennent pas philosophes. Ce n'est cependant pas de cette question pourtant très intéressante qu'il nous parlera ce soir, en tout cas pas directement. Au cours de sa réflexion initiale sur les politiques macroéconomiques des gouvernements français, Frédéric Lordon a été conduit à enquêter sur les causes profondes des comportements sociaux et de là à s'intéresser à un des plus grands philosophes et métaphysiciens de tous les temps, on peut le dire je crois, le Hollandais Baruch Spinoza, qui vécut au XVIIe siècle. S'en sont suivis plusieurs livres, en particulier d'abord Capitalisme, désir et servitude, essai pour relire Marx à la lumière de Spinoza, puis La malfaçon, notamment, qui, après un premier détour par la philosophie, fut un retour à une question d'ordre macroéconomique essentielle, à savoir la monnaie unique. Signalons aussi La société des affects, recueil d'articles, de textes, de discussions avec les sciences sociales contemporaines, dans une veine un peu plus épistémologique, c'est-à-dire en gros de réflexion sur les méthodes scientifiques, et qui entend promouvoir ce qu'il appelle un structuralisme des passions, inspiré donc de Spinoza, mais aussi en partie de l'héritage de quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss. Cependant, c'est pour son dernier livre, Imperium, que nous avons eu envie de l'inviter, et cela l'a même conduit à recevoir la plus grosse chouette. Dans ce livre, où il revient pleinement à la philosophie, Frédéric Lordon affronte un problème particulièrement épineux, dont on peut même dire qu'il avait été un peu laissé en plan par la tradition rousseauiste notamment, à savoir la place des institutions publiques, ou disons des structures de pouvoir, au sein d'un régime politique qui s'intitulerait démocratique. La démocratie peut-elle être directe, sans médiation? Peut-on faire rimer démocratie et anarchie? À quelles conditions institutionnelles une démocratie véritable peut-elle exister? Ce sont des questions que nous avons croisées tout à l'heure au cours de la table ronde, pour ceux qui étaient là. Et c'est, je crois, la problématique qu'il explore depuis quelque temps et qui va sans doute développer à nouveau ce soir, mais on ne peut jurer de rien. Et j'ai donc le plaisir de lui laisser la parole. Merci beaucoup pour cet accueil. Et puis merci tout spécialement aux organisateurs, aux remetteurs de chouettes. Et bien sûr, ça va sans dire. Bon, j'aurais voulu dire quelque chose à ce propos, mais sur mon rapport tourmenté avec les prix, j'étais tout à fait pris au dépourvu. Hein. D'abord, j'ignorais qu'il y avait un prix, j'ignorais que j'étais dedans et j'ignorais que j'allais le recevoir. Donc ça, forcément. Et moi, le dernier prix que j'ai reçu, si vous voulez, c'était en grande section à la maternelle. Bon, donc j'ai beaucoup perdu l'habitude. Voilà. Bon, mais voilà, je renoue sur le tard. Bon, il faut que je m'excuse également parce que quand je suis rentré, je suis arrivé vers 5 heures et en rentrant, j'ai été tout à fait impressionné par de voir une salle aussi remplie, compacte. Je suis tombé sur la table ronde qui était en cours, avec une discussion animée, vivante, et moi je vais vous proposer tout le contraire. Donc je m'en excuse par avance. Hein. J'ai pris très au sérieux l'exercice de c'est une conférence, ça dure tant, etc. Et donc j'ai le regret de vous annoncer un moment formel, unilatéral et assommant. Bon, voilà. Je m'en excuse par avance, ainsi que du titre passablement filandreux que j'ai donné, mais enfin ça si vous voulez, tous les intervenants connaissent hein, cette difficulté des conférences programmées avec beaucoup d'avance et le moment délicat du titre prévisionnel qu'on donne alors qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'on va raconter. Alors, évidemment, les programmes peuvent difficilement se contenter de mentions du genre « on ne sait pas encore » ou « on verra bien le moment venu ». La vérité d'alors, c'est que quand même, on voyait bien peu, enfin moi, et que on voyait d'ailleurs ce que de plus en plus de monde voit,
à savoir que la démocratie est de moins en moins conforme à sa promesse. Je voudrais donc discuter ici, et maintenant un peu plus précisément si possible, de cette infidélité tendancielle, mais aussi de la question de savoir si cette infidélité n'était pas toujours déjà constituée. L'un et l'autre problème, envisagés non pas en toute généralité, et pour ainsi dire à même le concept de démocratie, mais à l'épreuve spécifique du capitalisme et de ses formes contemporaines. Donc voilà, capitalisme et démocratie, c'est un vieux thème hors d'usage, aurait dit beaucoup il y a encore quelques années, mais redécouvert par l'effet d'une étrange palingénésie et en réalité d'une inaltérable actualité. Effet propre de l'époque, il ne devrait plus y avoir grand monde pour soutenir, comme on l'a tant entendu dans les années 80 et 90, que capitalisme et démocratie sont essentiellement coextensifs. Déjà à l'époque, il fallait pudiquement détourner le regard des cas embarrassants comme l'Afrique du Sud, le Chili, Singapour, etc. Et une terrible ironie aura voulu que les choses ne s'améliorent pas avec la chute du mur, pourtant supposée amener l'histoire à l'état stationnaire par la convergence achevée des deux termes. Il n'aura en effet pas fallu longtemps pour que les sales gueules du capitalisme russe et du capitalisme chinois fassent désordre dans le tableau des harmonies téléologiques. Je voudrais cependant prendre le problème autrement, à la fois de plus près et de plus loin, d'un plus près aussi bien géographique que temporel, et d'un plus loin qui sera un peu plus conceptuel. Le plus près, c'est celui de notre situation présente en Europe. Cette situation européenne a un nom, néolibéralisme ou capitalisme néolibéral. C'est que le capitalisme n'existe concrètement qu'à l'état qualifié. Le capitalisme tout court n'a de sens que conceptuel. On verra lequel d'ailleurs dans un instant. Mais phénoménologiquement parlant, il n'y a rien comme le capitalisme. Il y a ce qu'une école d'économistes hétérodoxes, que vous avez cité, alors à la fois très bien et très mal nommée théorie de la régulation, appelle des régimes d'accumulation. C'est-à-dire des configurations institutionnelles historiquement situées du capitalisme. Et la configuration présente a donc pour nom néolibéralisme. Elle n'est d'ailleurs pas parfaitement homogène et admet des déclinaisons régionales qui ont chacune leur caractère propre. Or, il n'échappe à personne qu'en matière de ce que Wendy Brown a nommé dédémocratisation, cette déclinaison européenne offre un tableau assez impressionnant. On l'attrape le plus souvent dans le débat public par le bout des référendums méprisés. Pour spectaculaires qu'ils soient, car au moins ils ont le mérite d'être visibles de tous, ces épisodes n'en sont pas moins épiphénoménaux, mais au sens étymologique du terme, non pas des péripéties secondaires, mais l'apparaître en surface d'une structure plus profonde. Laquelle ? Eh bien, celle d'une forme d'organisation des politiques publiques, notamment économiques, dont les traités donnent le principe. Alors accordons-nous d'emblée, pour écarter toute controverse juridique périphérique et pour reconnaître au traité une valeur constitutionnelle ou quasi-constitutionnelle, ce que d'ailleurs atteste assez le recyclage à l'identique du traité constitutionnel de 2005 en traité ordinaire en 2008, celui de Lisbonne. Le caractère antidémocratique des traités européens apparaît alors immédiatement. Si un texte constitutionnel organise formellement les processus d'élaboration des politiques publiques, à aucun moment, bien sûr, et presque par définition, il n'en préjuge substantiellement les résultats. Sauf abus manifeste, un texte constitutionnel ne saurait être autre chose que l'organisation de l'indétermination délibérative. Eh bien, ce sens de l'abus, le constituant européen l'a ignoré du tout début et l'ignore répétitivement depuis, puisqu'il n'est pas un traité complémentaire qui n'ait reconduit cette logique. Dans l'horizon temporel d'irréversibilité qui est le sien, le texte constitutionnel européen a donc, avant toute autre délibération, irrévocablement établi ce que devaient être les orientations de la politique monétaire, celles de la politique budgétaire, les seuils d'endettement public admissibles, le régime de la circulation interne et externe des capitaux, en l'occurrence l'interdiction d'y apporter quelques restrictions, le régime de la concurrence, celui des aides d'État, etc., etc. Un peu comme si la Constitution de la Ve République établissait le rythme de progression annuelle du SMIC, le taux du livret A, ou interdisait ex abrupto de nationaliser. Eh bien, ces choses qui nous sembleraient tout à fait intolérables dans le cadre d'une démocratie nationale sont communément acceptées dans le cadre des traités européens.
Et c'est un paradoxe résistant qui veut que des forces politiques ayant accoutumé de porter la démocratie en bandoulière aient ainsi contribué à une construction aussi radicalement antidémocratique, et ceci d'ailleurs au regard d'un critère démocratique des plus faibles, qu'il existe quelque part une instance délibérative en charge de dire ce que doivent être temporairement, jusqu'à la prochaine délibération, les politiques publiques. Les défenseurs de la construction européenne ont longtemps argué de sa légitimité par les traités, que ceux-ci soient d'origine référendaire, alors évidemment cette source-là a un peu mal tourné, ou bien intergouvernementale, puisque nous, gouvernements étant supposément représentatifs, ils ont tout pouvoir de nous engager par délégation. Mais c'est l'idée d'un acte légitimateur singulier et sans suite, pour ainsi dire une fois pour toutes, qui est profondément problématique. Du moins si l'on ne confond pas à dessein deux niveaux législatifs en fait distincts. Celui proprement constitutionnel de l'organisation procédurale et celui substantiel des politiques publiques ordinaires. Or, à propos de ces dernières, il n'y a de légitimité démocratique que par la remise à l'épreuve régulière. Si dans ce plan législatif-là, la démocratie, c'est la possibilité continuellement ouverte de remettre en débat et de faire autrement, alors la confusion des plans qui prédéterminent les politiques économiques en les intégrant de fait dans une sorte de bloc de constitutionnalité est une anomalie sans pareille. La démocratie est donc aussi une affaire de temporalité et de rythme. La rediscussion démocratique ne saurait tolérer d'être renvoyée à l'horizon temporel indéfini, en tout cas de très long terme, des révisions constitutionnelles. Cette rediscussion appelle impérativement une permanence de principe. En les matières ordinaires, le souverain doit pouvoir à tout instant rouvrir le débat et changer d'orientation. Et s'il faut modifier la Constitution ou réécrire un traité pour changer certaines politiques publiques, c'est-à-dire en passer par des procédures extraordinaires pour réavoir prise sur l'ordinaire, alors nous ne sommes pas à proprement parler dans une démocratie. S'il est possible de tirer quelques enseignements philosophiques de cet étonnant état de fait européen, ce ne peut être qu'en sacrifiant à minima au préalable de l'analyse institutionnelle, et notamment en repartant de la question généalogique, la question de la formation d'un tel dévoiement démocratique, et par suite de tout ce qui s'oppose à son règlement simple. Alors, il ne s'agit pas ici de refaire pour elle-même une histoire de la construction européenne, ce n'est pas là-dedans que je vais me lancer, mais d'y puiser ce qui permet d'éclairer, me semble-t-il, l'un des enjeux conceptuels de la démocratie, en l'occurrence d'en cerner ce qu'on pourrait appeler le transcendantal passionnel. Le transcendantal passionnel de la démocratie a à voir avec la question de l'hétérogénéité interne du corps politique, et même plus précisément avec les formes d'accommodation de cette hétérogénéité interne, pour qu'il y ait bien lieu de parler de quelque chose comme un corps politique. On conçoit aisément à ce propos que la construction européenne offre un objet de choix, puisque précisément l'hétérogénéité est son problème lancinant, dont la crise présente atteste qu'il n'a jamais été convenablement surmonté. Il est sans doute évident que l'anomalie démocratique européenne, anomalie de la soustraction de fait des politiques publiques à la délibération continue d'un quelconque souverain. Il est certain que cette anomalie, en première instance, doit sa plus grande part à une propriété commune, une propriété d'époque en fait, qui a embarqué uniment tous les États membres dans les mêmes adhésions idéologiques néolibérales. Tous les États membres, France en tête, ont donné leur aval aux principes inscrits dans les traités. Tous ont consacré l'anomalie démocratique européenne. L'un d'eux, cependant, et c'est ici que la question de l'hétérogénéité va revenir, l'un d'eux avait des raisons plus impérieuses que les autres de faire prévaloir cette orientation, de l'imposer même, et il a fallu la crise majeure ouverte en 2009, culminant dans l'épisode paroxystique de la Grèce en 2015, pour qu'on aperçoive que l'accord initial de tous était en fait le recouvrement de l'imposition d'un seul, et je veux parler ici de l'Allemagne. Alors, je sais à l'usage le spasme de réprobation que suscite immanquablement cette mise en cause, et plus précisément l'évocation d'une idiosyncrasie monétaire allemande. Mais enfin, il y a de quoi être terrifié par les régressions du débat public, et académique également, il faut le dire, pétrifié à l'idée du péché d'essentialisme, ce qui est en effet une ineptie intellectuelle de première grandeur, et se met par là hors d'état de penser quoi que ce soit de l'ordre des croyances collectives, des constructions symboliques de longue période ou des formations morales,
objet pourtant tout à fait ordinaire des sciences historiques. Il n'y a pas plus d'essentialisme à interroger le rapport particulier de la société allemande à la chose monétaire qu'il n'y en a à interroger celui, par exemple, de la société américaine aux armes à feu, ni l'un ni l'autre n'emportant quelques présuppositions d'essence, mais forçant l'identification et l'analyse au spectacle d'une stabilisation culturelle agissante de longue période. Que la société allemande, entendue bien sûr comme collectif moyen, c'est-à-dire compte non tenu de ses inévitables dissensus minoritaires, que la société allemande entretienne un rapport particulier à la chose monétaire, ceci devrait pourtant être évident à quiconque a ouvert un livre d'histoire économique du XXe siècle. On se demande bien en effet comment le traumatisme de l'hyperinflation de 1923, où le pays a été porté au bord de la dislocation sociale, aurait pu ne pas laisser une trace profonde dans l'imaginaire commun, d'ailleurs repérable d'un bout à l'autre de la société, depuis le consensus doctrinal de ses élites jusqu'aux pratiques monétaires ordinaires de ses agents. Alors, à défaut de présenter une analyse historique complète de cette formation symbolique extrêmement puissante, je voudrais au moins, pour donner un minimum d'assises à mon argument, vous faire toucher du doigt, vous faire sentir en quelque sorte l'idiosyncrasie monétaire allemande par les procédés suggestifs du tableau pointilliste. En commençant tout simplement par mentionner ce fait tout de même parlant, alors pour le coup ramassé au ras des pratiques, que plus de 80% des transactions des ménages en Allemagne sont faites en liquide, contre 56% en France et 46% aux États-Unis. Et ceci par opposition aux cartes de débit, et pire encore de crédit, dont l'usage fait l'objet d'une profonde défiance mêlée de réprobation sociale. Dans un tout autre ordre d'idées, mais d'une richesse symbolique peu commune, que dire par exemple du fait que Helmut Schlesinger, président de la Bundesbank, a été intronisé comme tel en 1991 en l'église Saint-Paul de Francfort. Alors je sais que l'église Saint-Paul de Francfort est un lieu sécularisé, mais enfin tout de même. Que c'est en cette même église Saint-Paul que son successeur Hans Tietmeyer a prononcé en 1998 le discours du 50e anniversaire du Deutschmark. Qu'à cette occasion, dressant une fresque séculaire de l'histoire économique et monétaire allemande, Tietmeyer ne manque évidemment pas d'évoquer les grandes crises monétaires de 1923 et 1945, où l'Allemagne, dit-il, a manqué disparaître. Ce sont des mots tout de même assez forts. Et d'où la réforme monétaire l'a fait renaître. Mais curieusement, il omet complètement de mentionner la Grande Dépression de 1931-1932, qui verra pourtant le taux de chômage atteindre 25%, et qui pourrait n'être pas sans rapport avec le succès électoral des nazis une année plus tard. Mais cet épisode-là de l'histoire économique et politique allemande semble négligeable à ses yeux. Il faudrait mentionner également le fait que la classe parlante allemande se saisit régulièrement de la question monétaire pour en faire des débats parfois tout à fait ésotériques qui n'ont aucun équivalent dans aucun autre pays européen. Je ne parierai pas, par exemple, sur le nombre d'entre vous qui savent même à peu près de quoi il retourne avec l'OMT, l'Outright Monetary Transaction. Ce programme d'intervention dite non conventionnelle, mis en place par la Banque centrale européenne en 2012. Il faut pourtant que vous sachiez que ce programme a fait l'objet d'un débat national en Allemagne intense, dont bien sûr vous ne trouveriez pas le moindre équivalent dans aucun autre État membre. C'est que, événement tout à fait ahurissant, on a vu à propos de ce programme la Bundesbank se retourner contre la BCE, dont elle est pourtant membre, et la poursuivre en justice devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Il s'en est suivi ce débat très vif, la presse allemande allant jusqu'à évoquer la décision la plus importante de toute l'histoire constitutionnelle. L'intérêt de l'opinion a été tel que des sondages ont été réalisés sur la question de l'OMT et de son traitement par la Cour constitutionnelle. Alors je ne vais pas me donner le ridicule de prendre au sérieux l'inanité sondagière qui pose aux malheureux sondés des questions totalement hors sol, sans qu'ils aient le premier moyen, notamment temporel, d'y réfléchir et d'y répondre. De ce point de vue, d'ailleurs, je vois mal comment on pourrait aller au-delà de ce que Bourdieu en a dit il y a déjà très longtemps. Mais enfin, indépendamment des résultats, qu'il puisse simplement être réalisé des sondages sur une question aussi baroque que l'Outright Monetary Transaction, je pense, oui, qu'il faut tenir ce fait pour hautement significatif en soi, comme l'atteste comparativement le fait que de tels sondages sont à peu près inconcevables dans n'importe quel autre pays. Enfin, dans le registre du pittoresque, qui n'est parfois pas le moins riche en signification, il faudrait aussi évoquer cette extraordinaire prestation sur la télévision publique allemande de Mario Draghi, président fraîchement désigné de la BCE en 2012,
mais dont la nationalité italienne ne pouvait manquer d'apparaître par soi au public allemand comme une terrible menace sur la préservation de la valeur des encaisses monétaires. Aussi, Mario Draghi trouve-t-il indispensable d'aller se présenter à l'épargne allemande, à une heure de grande écoute, pour gager le sérieux de son orthodoxie sur les souffrances d'une histoire personnelle, marquée, dit-il, par la dévalorisation presque complète du patrimoine familial du fait de l'inflation italienne des années 60. Mario Draghi a vécu la catastrophe inflationniste dans sa chair. Voilà ce qu'il vient dire ce soir-là au public allemand, avec lequel il a à cœur de partager une expérience de traumatisme monétaire, et quel meilleur moyen d'attester une communauté d'éthos et les garanties de rectitude qui vont avec. Mais avez-vous vu que Mario Draghi ait éprouvé le besoin de cette invraisemblable adresse et de ce déballage sentimentalo-patrimonial auprès d'un seul autre pays européen? Bon, en toute rigueur, il faudrait aller bien au-delà de ce tableau quelque peu impressionniste. Entrer dans les articulations intellectuelles de la doctrine ordolibérale, cerner notamment son rapport très particulier, sa hantise en fait, vis-à-vis de la discrétion, c'est-à-dire en définitive vis-à-vis du souverain même, et sa tendance pour neutraliser les abus du souverain à le neutraliser tout court. Mais je vais laisser le tableau parler de lui-même, en espérant qu'il suffise à vous faire entrevoir la nature tout à fait particulière, socio-anthropologique, de la croyance monétaire allemande, telle qu'elle l'établit dans un statut métapolitique. La monnaie et la politique monétaire en Allemagne ne sont pas du registre de l'idéologie ordinaire, ni sujettes aux fluctuations idéologiques ni sujettes aux alternances que les fluctuations idéologiques ordinaires déterminent. À quelques dissidences près, pour l'heure minoritaire, elles sont un commun social, symbolique et transpartisan, en surplomb des matières ordinairement controversées. Il faut bien comprendre dans ces conditions que constitutionnaliser une orthodoxie monétaire ou une doctrine monétaire tout simplement ne pose pas le moindre problème démocratique à la société allemande, tant il est vrai que chaque société a ses valeurs suprêmes, par définition stabilisées dans le temps, et soustraites à la discussion ordinaire dont précisément elles définissent le cadre. Chaque société, d'ailleurs, est entièrement fondée à reproduire ces partages du discutable et de l'indiscutable. L'Allemagne tout autant que les autres. Les problèmes apparaissent bien sûr au moment où ces sociétés entreprennent de former une communauté politique de rang supérieur, en y apportant des partages non seulement hétérogènes, mais possiblement contradictoires. Au regard de son histoire et de son idiosyncrasie, nul ne saurait contester la légitimité allemande à sanctuariser la chose monétaire hors du périmètre de la délibération démocratique et de ses fluctuations propres. On est très fondé, en revanche, à lui reprocher d'imposer son propre partage, ses propres exclusions à d'autres pays pour qui il va de soi de discuter de ce qu'elle-même a pris le parti inverse de soustraire. En Italie, en Espagne, en France, en Belgique, la norme du partage délibératif démocratique tolère, commande même, qu'il demeure possible à tout instant de rouvrir le débat sur la nature de l'ordre monétaire, l'agencement de ses institutions, les orientations de ses politiques, etc. Par définition, un tel différend d'hétérogénéité conflictuelle n'est susceptible d'aucun règlement autre que d'imposition unilatérale. Et pour cause, faute d'un cadre commun préexistant, puisque précisément la construction européenne est la tentative d'en construire un, les normes démocratiques nationales hétérogènes se confrontent sans autre principe de régulation que leur pur rapport de puissance. Et dans cette affaire, on sait qui l'a emporté. À bien des égards, il était simplement inconcevable d'envisager une monnaie unique européenne sans l'Allemagne. Il était donc impossible de ne pas se rendre à ces conditions, car l'Allemagne en avait. Elle en avait pour prix de sa réticence profonde à entrer dans un partage de souveraineté monétaire. La construction monétaire européenne s'est donc faite selon ces termes, et même davantage, selon le métaterme qui exigeait que les termes monétaires allemands soient sanctuarisés dans le texte constitutionnel des traités. L'entrée de l'Allemagne dans la monnaie unique ne pouvait à ses yeux avoir d'autre contrepartie que la fixation constitutionnelle de sa manière monétaire à elle. Mais précisément, pour tous les autres, sa manière à elle équivaut à une amputation démocratique, une fin de non-recevoir catégoriquement opposée à toute demande de rouvrir la discussion monétaire. Il faut avoir tout ceci en tête, et notamment la nature quasi vitale de l'enjeu pour l'Allemagne qui ne transigera à aucun prix sur cette question. Pour comprendre, pour apercevoir le caractère chimérique des projets qui voudraient sauver l'Europe du désastre démocratique par l'avancée institutionnelle d'un Parlement de l'euro.
c'est qu'il faut une naïveté considérable pour imaginer que planter quelque part un Parlement de l'euro réaliserait ipso facto la démocratie européenne. Il faut en particulier avoir perdu complètement de vue que la viabilité des constructions formelles appelle des conditions de possibilité extra-formelles, dont l'absence voue l'ensemble à la ruine. Pour voir en quoi le Parlement de l'euro, si on le prend au sérieux, est un problème autrement plus complexe qu'un simple jeu de mécano institutionnel, il faut commencer par observer que son idée même est sans objet si elle ne se donne pas essentiellement pour ambition de rapatrier dans le périmètre de la délibération parlementaire ordinaire tous les éléments qui lui ont été soustraits pour être sanctuarisés dans les traités. Il est bien évident qu'un Parlement de l'euro qui ne se saisirait pas de toutes les questions de la politique économique serait nul et non avenu, un Parlement Potemkin. Voilà alors ce qu'est un Parlement au complet. C'est d'abord une assemblée qui peut tout le temps discuter de toutes les politiques publiques. Et c'est ensuite une assemblée dont la délibération est réglée par le principe de la loi majoritaire. À la lumière de ces deux caractérisations et compte tenu de tout ce que je viens de dire, je pose alors les deux questions suivantes. Premièrement, l'Allemagne est-elle prête à ce qu'un Parlement de l'euro soit habilité à remettre en jeu le statut d'indépendance de la Banque centrale, l'extension de ses missions au-delà du contrôle de l'inflation, les objectifs de déficit budgétaire, ceux des dettes publiques, la manière de les restructurer ou de les annuler, le régime de la circulation des capitaux, etc., etc. Et deuxièmement, l'Allemagne accepterait-elle d'être mise en minorité sur l'une ou l'autre de ces dispositions ? Eh bien, l'impossibilité de répondre oui à ces deux questions avec un très haut degré de certitude voue le Parlement de l'euro à être soit une imposture, soit un rêve de singe. L'aptitude d'une communauté à vivre sous la loi majoritaire donne l'exacte indication de son existence comme communauté même. Car le fait pour la fraction mise en minorité de continuer à se considérer comme partie de la communauté et de renoncer à faire sécession atteste l'existence d'un affect commun d'appartenance qui l'emporte sur les divergences manifestées dans le conflit politique et qui contient ces divergences dans la zone de viabilité de la communauté. Et voilà où l'oubli de ces arrière-plans substantiels, et notamment passionnels des constructions formelles, peut se révéler fatal. Sans l'affect commun de rang supérieur, la divergence politique tournera immanquablement au séparatisme. Seule l'habitude, qui nous fait considérer les communautés politiques actuelles comme des données d'évidence, et oublier tout ce qu'elles ont de contingent et de fragile, nous empêche de voir la possibilité toujours présente de la décomposition, ou bien symétriquement, les difficultés de composition mal pensées. C'est pourquoi les sécessions historiques produisent ordinairement de tels effets de sidération. Il faudrait pourtant les prendre au sérieux au moment où certains nous proposent de nous jeter tête baissée dans une nouvelle construction communautaire sans en avoir pensé le premier réquisite politique, et comme si la chose allait naturellement de soi. Eh bien non. Le référendum écossais de 2014, qui a évité de très peu au Royaume-Uni d'être désuni, est un cas exemplaire des limites de validité de la loi majoritaire. À force d'être constamment mise en minorité, une fraction peut très bien envisager de vivre un destin séparé. Voilà donc ce que la Constitution et la viabilité des communautés politiques démocratiques nous obligent à penser. C'est qu'il y a un transcendantal passionnel de la loi de la majorité. Il y a des conditions passionnelles de possibilité du fonctionnement des institutions formelles de la démocratie. Des conditions qui tiennent à l'existence d'un affect commun d'appartenance, susceptible de maintenir la consistance du tout par-delà le différent politique de ses partis. Que ces conditions passionnelles de possibilité soient satisfaites, c'est une question contingente, qu'on ne peut jamais présupposer résolue. Le cas écossais dans le Royaume-Uni prouve que la condition jadis établie peut se détériorer jusqu'à manquer de se défaire. Le cas allemand dans l'Union européenne donne par anticipation une idée de ce que serait l'instabilité d'une eurozone réellement parlementarisée et situe les points mêmes de déflagration. L'ensemble des choses que l'Allemagne a voulu soustraire à la délibération ordinaire et qui, à nouveau mises en discussion, risqueraient de la mettre en minorité. Il ne faut pas douter, en effet, que défaite sur l'une ou l'autre de ces questions dont elle a fait des enjeux vitaux, et précisément parce qu'elle en a fait des enjeux vitaux, c'est-à-dire des points sur lesquels, par définition, toute transaction est impossible, l'Allemagne, mise en minorité, retournerait à son Sonderweg. Mais la pensée que j'appelle européiste ne veut rien voir de toutes ces choses,
et se refuse à faire l'analyse objective des rapports de compatibilité ou d'incompatibilité entre les parties dont elle voudrait faire un tout. Non pas, bien sûr, que les incompatibilités, si elles existent, constituent des fatalités indépassables. Certainement pas. Mais au moins faut-il se poser la question du travail politique à faire pour les réduire, pour les accommoder, ne pas en sous-estimer l'horizon temporel, et en tout cas ne pas céder aux pétitions de principe qui supposent le problème toujours déjà réglé. C'est donc à une rude alternative que se trouve pour l'heure reconduite la construction européenne. Avec la démocratie étendue jusqu'à la question monétaire, mais sans l'Allemagne, ou bien avec l'Allemagne, mais sans la démocratie complète. Telle est donc la situation de la démocratie à l'épreuve de la forme européenne contemporaine du capitalisme. Sans doute la construction européenne n'épuise-t-elle pas les expressions que le néolibéralisme se donne. Comme on sait, l'analyse de Wendy Brown de la dédémocratisation néolibérale va beaucoup plus loin que la simple amputation du domaine de la souveraineté démocratique. C'est qu'on méconnaîtrait gravement la portée du néolibéralisme à le réduire à un certain modèle de politique économique. Pour reprendre un mot utilisé par l'économiste Robert Boyer en d'autres circonstances, le néolibéralisme a le caractère autrement fondamental d'une anthropogénie. Il y va de la refabrication d'un type d'homme, l'homme économique en tout. Homo omni economicus, l'homo economicus général traite toutes ses affaires, quelle qu'en soit la nature, de la même et unique façon, comme un calcul rationnel d'avantages et d'inconvénients, de bénéfices et de coûts, dans une logique du projet et de l'investissement rentable, qui vise à transformer l'individu en entrepreneur de sa propre existence. Cette réflexion du type humain a évidemment pour corrélat la colonisation de toutes les sphères de pratique et la conversion de toutes les logiques institutionnelles selon l'unique, l'exclusive logique de la rationalité économique. C'est désormais, par exemple, une évolution parfaitement documentée que tous les domaines de l'action publique, si hétérogènes soient-ils en principe aux logiques de l'évaluation économique, lui sont soumis tour à tour. La santé, l'éducation, la recherche, la justice, etc., tous sont à déférer aux seuls critères de l'efficacité économique comme évaluation quantitative généralisée. Et pas seulement eux, mais hors de la sphère proprement publique, le sport, l'édition, les médias, bien sûr, pourvoyeurs de biens en première instance non économiques, mais ramenés de plus en plus férocement à la logique économique. Entendu comme puissance normalisatrice, visant à l'économicisation intégrale du monde, le néolibéralisme est alors au principe d'une atteinte à la démocratie, mais beaucoup plus pernicieuse, parce qu'à la fois beaucoup moins visible et beaucoup plus fondamentale. Une atteinte qui, par l'imposition d'une unique logique sociale, conduit à l'élimination de toutes les logiques tierces, c'est-à-dire à la dissolution de ce qu'on pourrait appeler le conflit des grammaires. C'est que la démocratie trouve une bonne partie de son dynamisme dans la coexistence conflictuelle de logiques sociales hétérogènes, s'efforçant chacune de faire prévaloir ses réquisites et appelant par là la passation de compromis disputés. Mais que reste-t-il de ce dynamisme quand toutes les logiques ont été évincées par une seule et que l'hétérogénéité agonistique, objet même de la régulation démocratique, a cédé la place à l'uniformité monopolistique? La discussion qui est le propre de la démocratie cesse parce qu'il n'y a plus rien à discuter. Il n'y a plus qu'à faire fonctionner. Si donc, comme il arrive qu'on le fasse souvent, on donne le néolibéralisme pour la forme la plus accomplie du capitalisme, on voit peut-être un peu mieux ce qu'il en est vraiment de la consubstantialité supposée du capitalisme et de la démocratie. Mais était-il nécessaire d'en passer par l'extrémité néolibérale pour accéder à cette mise en question ? N'y a-t-il pas dans le capitalisme même, je veux dire dans son concept, indépendamment de ses actualisations historiques variées, quelque chose qui, à part des accommodations superficielles, indique bien plutôt un antagonisme fondamental, sans réduction possible? Encore faut-il, pour s'en apercevoir, disposer pour le terme démocratie d'une idée qui aille au-delà de la simple nomination selon l'habitude, ou bien de la définition par ostension. La démocratie, eh bien, c'est nous, c'est notre système, c'est ce que nous faisons. Or, même une idée sans doute un peu rustique s'avère d'un très bon rapport. Elle permet déjà de dire beaucoup de choses. L'idée de la démocratie comme égalité politique, c'est-à-dire comme égalité de participation à l'élaboration des destins communs. Et ici, le pluriel « des destins » revêt une grande importance. Précisément pour que le commun démocratique ne soit pas seulement le commun macroscopique, celui qui est organisé dans les institutions politiques telles que nous les connaissons, le commun national.
c'est que la vie des individus est pour l'essentiel investie dans d'autres communs, de plus petite taille, et notamment les communs productifs, les communs de travail. Comme on sait, ces communs-là, c'est le capitalisme qui les organise. Pour juger des rapports du capitalisme et de la démocratie, ne serait-il pas alors judicieux, peut-être même indispensable, de s'intéresser aux vicissitudes de l'égalité politique dans les communs sous capital, qui absorbent en fait la plus grande part de la vie sociale des hommes. Seule une conception extraordinairement restreinte et en fait mutilée de la politique pourrait justifier qu'on interdise à l'enquête de prendre cette direction. Sans surprise, cette restriction est celle même que travaille à imposer ce qu'on pourrait nommer l'idéologie économique, comprise en première instance comme effort de donner les rapports économiques pour une sphère radicalement séparée, régie par une logique propre et pure, qui y rendrait sans objet tout usage du mot politique. Pour le dire autrement, l'idéologie économique, c'est l'organisation du déni de la politique dans les sphères de la production et de la circulation. Comme l'a pourtant montré Marx il y a longtemps, si l'on définit la politique comme rapport des hommes entre eux et l'économie comme rapport des hommes aux choses, alors l'économie est essentiellement politique, puisque les rapports des hommes aux choses ne sont jamais que des rapports des hommes entre eux, médiatisés par des choses. On pourrait également, dans une veine plus spinoziste, parler de politique dès lors qu'il y a rencontre et composition de puissance. À ces zones, en tout cas, la nature politique des collectifs de production est une évidence difficilement contestable, dont le déni recouvre des intentions manifestement suspectes. Fantasme épistémologique pour les acharnés de la science économique pure dans l'ordre intellectuel, ou bien dans l'ordre de la pratique, désir d'organiser les rapports de la production selon des normes entièrement différentes de celles du reste de la vie politique. C'est que la vie politique, ici sous sa définition restrictive, accorde au moins le principe démocratique, fût-ce sur le mode de l'oblat verbal. Mais concéder des mots, c'est déjà quelque chose. Preuve en est que, pareille concession, la sphère de la production capitaliste s'y refuse avec la dernière énergie. On peut d'ailleurs parier que du moment où l'idéologie du capitalisme céderait sur ce point en fait névralgique, celui-ci entrerait pour de bon en phase terminale. Pour l'heure, le déni maintenu de la politique sur son ressort lui permet de continuer d'organiser la composition des puissances productives sous des rapports qui prennent le nom de salariat et ne sont pas exactement d'égalité politique. Ce qui est curieux à ce propos d'ailleurs, c'est d'observer les pathétiques efforts des économistes orthodoxes pour maintenir la fantasmagorie de la relation salariale comme échange entre co-contractants libres, égaux et symétriques, quand la version no bullshit de la chose est immédiatement disponible dans le Code du travail même, dont la jurisprudence définit sans faux semblant le rapport salarial comme relation, je cite, de subordination hiérarchique. Il suffit évidemment d'avoir lâché les mots de subordination hiérarchique, d'observer l'inversion radicale qu'il réalise de ceux d'égalité politique, pour entrevoir la complication des rapports du capitalisme et de la démocratie, ou peut-être plutôt leur simplicité. Dès lors du moins qu'on a sorti la politique de la sphère institutionnelle séparée où l'idéologie économique a à cœur de la maintenir. Il s'ensuit alors cet étonnant mystère que les sociétés contemporaines, en apparence très éprises et même très fières de leur avancement démocratique, tolèrent sans le moindre embarras intellectuel que les individus passent la moitié de leur temps de vie éveillés sous des rapports d'obéissance, parfois renforcés de terreur, qui évoquent davantage le Moyen-Âge que les Lumières triomphantes. L'analytique de la terreur elle-même a été fournie par Marx, encore lui, à qui l'on doit d'avoir construit vraiment le concept de capitalisme comme configuration historiquement déterminée de rapports sociaux contradictoires, configuration au centre de laquelle se tient le rapport salarial, lui-même caractérisé par les éléments suivants. D'abord, la double séparation, celle des producteurs d'avec les moyens et d'avec les produits de la production. Ensuite, la constitution juridique du sujet salarial comme libre propriétaire d'une force de travail offerte au louage sur un marché ad hoc. Enfin, la situation générale d'une économie monétaire à travail divisé qui rend impossible à quiconque de pourvoir par soi-même aux réquisites de sa reproduction matérielle, et donc nécessaire d'en passer par l'échange marchand, donc d'avoir accès au médium de l'échange, qui est l'argent, dont l'employeur qui salarie est l'unique fournisseur. On reste songeur, et peut-être même admiratif, devant l'ampleur et l'efficacité du travail idéologique,
qui a réussi à convertir en la fiction d'un aimable échange marchand, prolongement dans son ordre du doux commerce, un rapport de dépendance aussi féroce, où l'une des parties tient dans ses mains les conditions de la survie même de l'autre, ni plus ni moins. Aucune des déterminations que l'histoire ajoutera ultérieurement au rapport salarial n'en modifiera ce noyau dur, dont les puissants effets ne cessent d'irradier en toutes ses actualisations et le maintiennent dans son essence de rapport de subordination hiérarchique. Tous les recouvrements de l'idéologie n'en peuvent mais. La présence massive, directement expérimentée par les salariés, d'un rapport d'obéissance, on pourrait même dire de domesticité productive, au cœur d'une époque qui se gargarise de son individualisme démocratique, est une source d'embarras permanent, et même d'embarras croissant, à mesure que ce sentiment individualiste lui-même se développe. La mauvaise conscience démocratique du capitalisme n'apparaît alors jamais si bien que dans ses tentatives managériales les plus audacieuses pour opérer le déni de la subordination essentielle et sembler se contredire lui-même en proclamant bien haut qu'il n'est pas ce qu'on croit qu'il est. La tentative à ce jour la plus extrême, forme la plus pernicieuse et la plus mensongère de ce déni politique fondamental, c'est donner le nom triplement idiot de holacratie. Bien faite pour susciter les battements de main des journalistes économiques, l'entreprise holacratique déclare l'abolition de toute hiérarchie et le règne de la liberté intégrale. Il n'y a plus de chef, plus de structure, plus d'ordre, la simple harmonie d'une communauté de désirs productifs spontanément accordés, fonctionnellement coordonnés dans un régime de dialogue horizontal, un parfait rêve proudhonien. Alors, dans l'ordre, on pourrait commencer par observer que l'étymologie correcte aurait dû conduire à dire holocratie et non holacratie. La contraction holarchie d'Arthur Koestler s'imposait pour éviter le hiatus holoarchie. Mais la fabrique à pacotille managériale a le décalque peu précautionneux et l'emprunt rapide. On remarquerait ensuite que le rêve de la holacratie ou holocratie, conçu comme oubli du salariat par le pouvoir de tous, est trahi par son nom même. Le pouvoir de tous, ou disons de la multitude sur elle-même, ce serait en principe la plétocratie. Holocratie, c'est le pouvoir du tout et non pas de tous. Et dans la substitution malencontreuse de ce lapsus qu'elle a mis, passe soudain une ombre inquiétante. Quel pourrait être ce tout, bien présent en vérité, qui plane au-dessus de la holocratie, sinon le tout du capital, le tout de la propriété qui n'est là que pour la valorisation du capital? Pour s'en convaincre, il faut d'abord noter que c'est non pas dans la facilité des temps ordinaires, mais dans l'épreuve des situations de crise que les institutions livrent leur vérité. Si l'on veut tester la robustesse de la prétention holocratique, ça n'est donc pas sur l'enthousiasme des commencements qu'il faut se pencher avec complaisance, mais sur une situation de conflit interne suffisamment grave pour en observer les modalités de règlement, ou bien sur une crise de profitabilité pour mesurer la coolitude réelle des actionnaires. On saura si la holocratie est à la hauteur de ses ambitions, si en cas de contestation interne, le chef de l'open space ne sort pas de son déni de chefferie pour désigner la porte aux contestataires, c'est-à-dire pour faire revenir à la surface le fond du rapport salarial et ses instruments de coercition comme recours toujours disponibles. On le saura également si en cas de crise de rentabilité, les actionnaires parviennent à observer sans réagir la dévalorisation de leur capital et à se retenir de sortir de leur arrière-plan pour rappeler à l'aimable communauté holocratique à qui elle doit d'exister et pour lui remettre en tête les finalités simples de la valorisation du capital. Si elle n'est pas purement et simplement hypocrite, la holocratie est une tentative d'affranchissement nécessairement vaine, car il y a toujours quelque part un point de crise dont le franchissement verrait immanquablement faire retour les éléments fondamentaux du salariat comme rapport d'autorité interne et du capital comme rapport d'imposition externe de ses finalités. On redécouvre alors cette vérité quasi tautologique, que le tout du capital, dont bien involontairement la holocratie suggère le pouvoir persistant, est un spectre dont on ne se débarrasse pas dans le capitalisme. Toutes les promesses d'autonomie faites aux salariés par le capital, depuis l'enrichissement des tâches des années 80 jusqu'à la holocratie d'aujourd'hui, toutes ces promesses sont vouées à quelque degré à être frauduleuses, puisqu'elles ne pourront jamais offrir qu'une autonomie sous condition d'une hétéronomie de rang supérieur. Une autonomie d'exécution subordonnée à une hétéronomie de finalité, celle même de la valorisation du capital,
à laquelle, comme une entêtante tautologie, on est bien obligé de faire retour chaque fois qu'il est question du capitalisme. Si l'on consent à revenir sur l'injustifiable mutilation du domaine de la politique, qui ne se verrait reconnaître d'existence que dans ses institutions officielles et nulle part ailleurs, les rapports de la démocratie et du capitalisme, pour ce qui concerne la sphère propre de ce dernier, apparaissent alors pour ce qu'ils sont, d'incompatibilité radicale. On pourra tourner le problème de toutes les manières. La pierre philosophale qui autorise la transmutation de la subordination hiérarchique en égalité démocratique n'existe pas. À la place de l'impossible transmutation, il n'y a que la solution de la rupture pour se mettre en conformité avec l'idée régulatrice de la démocratie, conçue comme égalité de participation dans la construction des destins communs, y compris quand ceux-ci sont de petite taille et répondent à des finalités limitées, la production d'un certain type de biens par exemple. C'est en pensant à la généralisation des pratiques démocratiques, à ces univers où pour l'heure elles font encore l'objet d'un refus acharné, sans que la portée éventuellement modeste de ces collectifs oppose quelque obstacle à la reconnaissance de leur dimension politique, que j'ai proposé la catégorie de récommune, évidemment et délibérément démarquée de celle de république, pour mieux y faire jouer toutes les associations d'idées politiques que ce dernier terme emporte naturellement. Puisqu'il va de soi que la République est désormais concrètement organisée sous le principe démocratique, comment pourrait-il en aller autrement pour les récommunes ? De la res publica à la res communis, il n'y a que l'extension qui change et certainement pas le principe organisateur. Quand il s'agit de production matérielle, la récommune est donc le nom que prend localement la sortie du capitalisme, conçue comme affranchissement d'avec l'empire de la propriété lucrative. Si le capitalisme est ce système de rapports sociaux qui saisit des équipements matériels pour les transformer en capital à valoriser, la récommune ressaisit ces mêmes équipements sous un tout autre rapport social, celui de la propriété collective d'usage, condition nécessaire pour l'institution d'une communauté politique de production, échappant à la subordination qu'instaure le contrôle des outils productifs, une communauté alors possiblement démocratique. Qu'on ne se méprenne pas toutefois, démocratique ici ne veut pas dire horizontale, ou plus exactement ne veut le dire que si l'idée d'égalité de participation reçoit son juste statut, qui est malheureusement celui d'une idée régulatrice. Comme on sait, tout l'écart qui sépare en cette matière l'idée régulatrice de l'idée réalisée est celui de la représentation et de ses imperfections. Et Dieu sait que cet écart peut être béant. On reconnaît là le thème qui nourrit toutes les réflexions contemporaines sur la démocratie. C'est pourquoi celle-ci étant si nombreuse, j'ai cru pouvoir me dispenser ici d'y entrer à mon tour. Je voudrais néanmoins en dire un mot très rapidement pour souligner combien ce problème de l'horizontalité résiste même à la réduction d'échelle et qu'il ne suffit pas de descendre du niveau de la République, où il est évidemment insoluble, à celui de la récommune pour imaginer en triompher. Il suffit de passer des seuils quantitatifs en fait très bas pour que s'impose fonctionnellement une division du travail et une structuration du collectif, avec tout ce qu'elles entraînent immanquablement d'asymétrie informationnelle et positionnelle, donc d'inégalité de fait. Marx, toujours lui, a montré combien la division du travail était par soi cratogène, génératrice de pouvoir. Et l'on sait comme elle arrive vite avec la taille et avec le nombre. Seuls de minuscules collectifs peuvent espérer en rester indemnes et encore. Pour tous les autres, la nécessité fonctionnelle s'impose, et avec elle ses effets politiques. La Récommune donne alors un argument a fortiori à la République, puisqu'à son échelle réduite, elle indique ce qu'il est légitime d'espérer en matière d'égalité strictement horizontale, ou plutôt ce qu'il est préférable de ne pas. Elle indique également que sortir l'égalité politique, égalité de participation, ainsi rigoureusement conçue, de son statut d'idée régulatrice, pour lui donner le caractère d'un impératif pratique à réaliser jusqu'au bout, est une vue de l'esprit et le passeport pour toutes les déceptions. Sous la réserve cruciale, bien sûr, que l'impossibilité d'un accomplissement véritable ne saurait être une raison pour ne pas s'efforcer d'y tendre obstinément. Elle indique enfin, les très petits nombres mis à part, qu'il n'y a pas de collectif politique sans médiation interne, c'est-à-dire sans une forme ou une autre de représentation. Une forme ou une autre. C'est là, en réalité, que se concentrent tous les enjeux véritables du problème.
non pas dans l'alternative trop rudimentaire de l'horizontalité démocratique et de la verticalité despotique, mais dans l'invention des meilleures formes institutionnelles permettant de tendre vers l'idée régulatrice, c'est-à-dire d'accommoder la tension entre le désir d'égalité et la recréation endogène des captures. L'univers récommunal ne signifie donc nullement que plus personne ne se soumet à rien. S'il est affranchi de la soumission à la finalité externe particulière du capital, le collectif récommunal n'en retrouve pas moins l'idée rousseauiste de la liberté comme autonomie et se soumet à la loi qu'il s'est donnée en ses médiations institutionnelles. L'Assemblée générale n'est donc pas l'organe unique, comme le croient les horizontalistes radicaux, elle est l'instance ultime de la légitimation, toutes les formes institutionnelles du collectif ayant à la rendre aussi présente et agissante que possible dans l'échafaudage de délégation qui s'établit nécessairement à partir d'elle. Confronté comme tous les collectifs organisés aux difficultés, peut-être même aux apories de l'égalité participative, la Récommune n'en réalise pas moins un affranchissement d'avec l'hétéronomie du capital et une affirmation d'autonomie politique. Réfléchir non plus seulement à son principe, mais aux possibilités de son advenu historique, nous reconduit alors de la question des rapports internes du capitalisme et de la démocratie à celle de leurs rapports externes. La question décisive à poser à la démocratie, c'est celle de sa capacité en tant que démocratie macroscopique en environnement capitaliste à promouvoir toutes les démocraties microscopiques. En particulier, la République qui se dit démocratique est-elle capable de faire advenir les récommunes, et notamment les récommunes productives? En d'autres termes, est-elle capable de produire d'elle-même l'extension, la généralisation de son propre principe démocratique, là où règne encore l'intolérable défiguration des rapports de subordination? C'est à cette aune, et à cette aune seulement, qu'on saura ce que vaut vraiment la revendication démocratique de la démocratie, si elle est fondée ou fallacieuse. Bref, si la dite démocratie est vraiment démocratique, ou bien si elle n'est, selon le mot de Badiou, qu'un capitalo-parlementarisme. Car on l'a parfaitement compris, l'être réellement démocratique de la démocratie se joue à l'épreuve du capitalisme. Eh bien, à toutes ces questions, ma réponse c'est non. Non, la démocratie capitaliste ne fera pas advenir les récommunes. Non, la République bourgeoise ne mutera pas d'elle-même en République sociale. Que la démocratie présente soit ce régime où l'on peut paisiblement discuter de tout et où toutes les mutations pourraient s'envisager également, c'est ce dont son histoire aura maintes fois attesté la contre-vérité. Une fois encore, une forme institutionnelle ne révèle sa vraie nature que lorsqu'elle est portée à ses points limites. Comme l'histoire française aura eu maintes occasions de l'expérimenter, il suffit qu'une contestation sérieuse du droit de propriété capitaliste se fasse connaître pour que le masque de la civilisation des mœurs politiques tombe aussitôt. La force armée régulièrement donnée contre les travailleurs, c'est bien tout ce qui aura fait la différence de la République bourgeoise et de la République sociale. Il faut croire que la démocratie, qui se targue de discuter de tout, n'en a donc pas moins elle aussi ses points indiscutables, et qu'elle oubliera tout de ses promesses de paix si ces indiscutables viennent à être remis en discussion. À l'encontre de ces prétentions mensongères, notamment celle d'entretenir avec la violence un rapport d'altérité radicale, les institutions dites démocratiques ne s'exceptent nullement de cette vérité générale des institutions. Toutes ont leurs tâches aveugles, qui sont leurs points de fondation. Les institutions ne tiennent que par des ancrages qui ne tolèrent pas d'être mis en question. Même les institutions qui semblent autoriser les plus larges mises en question ont des angles morts de la mise en question. De là d'inextricables apories dont la formule paradigmatique est peut-être à trouver dans le fameux « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Ce qui s'exprime aporétiquement dans cette formule, mais de manière presque transparente, c'est que les ordres institutionnels sont tous fondés sur un refoulement, sur une soustraction, dont l'opération même fut originellement une violence, et qui au besoin sera défendue par la violence. Pourquoi n'y a-t-il pas antinomie mais coextensivité de la violence et des institutions, y compris celle de la démocratie? Parce que le moment de la fondation institutionnelle est nécessairement violent. Parce que les institutions comme affirmation normative, écartant donc des affirmations concurrentes, sont par là le produit d'une violence. Parmi les institutions en général, celles de la démocratie sont le produit d'un coup de force inaugural, dont tout l'ordre social organise par après l'oubli et la méconnaissance.
C'est pourquoi, hormis la mise à l'épreuve pratique par la recontestation de ces indiscutables, la vérité d'une institution n'est jamais si bien livrée que par l'histoire de ses commencements. La condition gnoséologique nécessaire pour défaire un ordre social, notait Bourdieu, c'est d'opérer sa dénaturalisation et de faire revivre sa contingence essentielle par le travail de l'anamnèse, c'est-à-dire par le récit de ses origines, telles, disait Bourdieu, que dans leur coup de force inaugural, elles ont écarté toute une série de possibles latéraux. De plus compétents que moi ont montré, par exemple, comment, après quelques hésitations initiales, le processus constituant américain, pourtant riche de promesses, s'est trouvé finalement subordonné à la propriété, sanctuarisé comme valeur suprême et comme droit fondamental, c'est-à-dire intouchable. Comment, au milieu de la lutte des principes concurrents, certains seront-ils écartés et d'autres consacrés, si ce n'est par une forme ou une autre de violence, une violence fondatrice, mais une violence à refouler, dont l'institution fondée organise elle-même l'oubli. L'arbitraire instituant est une violence à faire méconnaître comme telle pour permettre à l'institution instituée de produire pleinement ses effets. Eh bien, le point limite de la démocratie réellement existante, confirmé comme tel par l'histoire en chaque occasion où il a été touché, c'est le droit des propriétaires. Et par suite, tout ce qui s'est édifié par-dessus, à savoir le capitalisme lui-même. À la question de savoir ce qu'il en est des rapports de la démocratie et du capitalisme, on voit donc que la réponse dépend crucialement des significations précises qu'on prêtera au terme équivoque de démocratie. S'il s'agit de la démocratie réelle, ces rapports sont à l'évidence de complémentarité structurale. Par démocratie réelle, j'entends la démocratie réellement existante, n'est-ce pas? L'une s'opposant comme la conservatrice de l'autre dans la guise du droit. Si l'on pense à la démocratie comme idée de l'égalité politique, l'incompatibilité radicale est consommée. C'est une idée à laquelle le capitalisme oppose un refus acharné à l'intérieur de son ressort et dont il fait tout pour que jamais on ne la lui impose depuis son extérieur. À cette fin d'ailleurs, il peut compter sur l'autre démocratie. Alors quoi? Alors peut-être la possibilité de la dialectique. Non pas celle de Marx cette fois, la dialectique des forces productives et des rapports de production, mais celle du sentiment individualiste, celle qui naît d'une matrice historique où se sont co-engendrés le capitalisme et l'individualisme démocratique, le second ayant d'abord fait la courte échelle au premier, dans un processus d'arrachement de la tradition qui a donné au manifeste du Parti communiste quelques-unes de ses lignes les plus impérissables. Mais la tradition détruite, les rapports de l'individualisme et du capitalisme ne sont-ils pas susceptibles de s'inverser? C'est que le sentiment individualiste trouve de moins en moins son compte dans la subordination salariale, fût-elle recouverte des oripeaux d'une libre transaction sur le marché du travail, et à plus forte raison quand elle est aggravée de terreur et de maltraitance, comme c'est le cas à l'époque néolibérale. Le point de retournement dialectique, c'est alors celui où le sentiment individualiste saisirait combien le capitalisme, qui lui a fortuitement servi de véhicule historique, offense en réalité l'une de ses aspirations les plus profondes, celle de l'égalité politique. On saura alors si par une sorte de ruse de la raison passionnelle, il s'est trouvé au sein de ce complexe qu'est le sentiment individualiste de quoi œuvrer à un progrès de l'universel de l'égalité politique, l'universel démocratique. Je vous remercie.